Chapitre 1. Un ciel de plomb et une terre patiente. L'orage grondait, un ciel plombé pesait sur l'horizon, et l'air vibrait d'une attente angoissante. Les villageois se hâtaient de se mettre à l'abri, leurs visages reflétant un mélange de crainte face aux éléments et de soulagement à l'idée d'une averse imminente. Seule, Augustine restait dans le champ de pommes de terre, silhouette frêle enveloppée d'une vieille cotonnade et d'un fichu décoloré, butant la terre avec une régularité monotone, comme si le monde autour d'elle s'était arrêté. « Augustine, tu es pétrifiée ou quoi ?» rugit Isidore, un vieil homme de la parcelle voisine, pointant un doigt tremblant vers le nuage noir d'encre. « Regarde le ciel. Là-bas, au-dessus du lac, ça crépite déjà. » Un fracas déchira le silence, la terre trembla, une flèche de feu zébra le ciel en zigzag. Le vieil homme, marmonnant de peur, se précipita maladroitement vers sa maison, zigzagant le long de l'étroite lisière. « On a beau vivre 100 ans, on ne s'habitue jamais à ce boucan, cria-t-il par-dessus son épaule. Augustine sursauta, s'accroupit au sol, ferma les yeux. Elle prit une inspiration profonde, saccadée, puis se releva et se dirigea lentement vers la maison. Les premières gouttes lourdes frappèrent son visage, ses cheveux. Des filets d'eau ruisselèrent sur ses joues, se mêlant aux larmes que personne n'aurait remarquées sous la pluie. Plus elle approchait de la sombre palissade, plus la douleur qui l'habitait depuis des années devenait vive. Sur le seuil se tenait Yvette, sa tutrice, le regard trouble et mauvais. Elle sentait l'alcool. « Qu'est-ce que tu biques, Cruche? T'as fini de ramasser les patates ?» siffla-t-elle, fixant Augustine du regard. « Il en reste un peu, » murmura Augustine, se faufilant rapidement, courant se laver et plongeant dans sa minuscule chambre, qui ressemblait davantage à un débarras. Elle se recroquevilla sur le lit défoncé, essayant de se réchauffer. Ses paupières s'alourdirent, ses pensées s'évanouirent. Chapitre 2. Les fantômes du passé. Le sommeil l'emporta, là où il n'y avait ni froid ni douleur. Elle avait de nouveau 5 ans, ils étaient dans une belle maison baignée de soleil au bord de la rivière. Papa, fort et tendre, la jetait en l'air, et elle riait aux éclats. Maman, souriante, tenait un plateau de tartines, boules de poils blanches et duveteuses, Flocon, leur Spitz, le chouchou de la famille. Tous ensemble, ils montaient dans la voiture, Flocon se calant à leurs pieds. La route défilait derrière la vitre. Soudain, tout s'arrêtait. Une voix, rauque, étrangère. « Fillette, tu es vivante, réveille-toi. » Augustine sursauta, ouvrit les yeux. Était-ce à cause du cauchemar ou d'un autre coup de tonnerre? 10 ans s'étaient écoulés depuis ce terrible accident. Un poids lourd avait percuté leur voiture. Heureux hasard, miracle qu'elle ait été éjectée de l'habitacle. Elle avait survécu. Mais maman, papa et le petit Flocon avaient péri dans les flammes. Ses parents étaient aisés. Des tuteurs étaient apparus, des paroles bienveillantes, des caresses douces sur la tête. Mais 1 mois après l'enterrement, il était devenu évident que l'argent des comptes de l'entreprise avait disparu, que les biens avaient été saisis pour des dettes imaginaires. Augustine, enfant de 7 ans, était soudainement devenue indésirable. Chapitre 3. L'orpheline et les vautours. Elle avait été envoyée dans un orphelinat ordinaire. Solitude, peur, ressentiment. Puis Yvette et Arsène étaient arrivés, souriant, promettant une famille et de la chaleur. Ce n'est que plus tard qu'elle avait compris qu'ils ne la voulaient pas elle, mais les allocations versées aux orphelins. En retour, elle n'avait reçu que des cris, des reproches et un labeur épuisant. « Orpheline, tu devrais être reconnaissante », lui répétait-il, l'exploitant sans vergogne. Devant les inspecteurs, il jouait les parents attentionnés, l'habillait de la plus belle robe de leur fille, Mélanie, la transférait dans une chambre lumineuse avec des jouets et un ordinateur. Augustine hochait la tête et souriait, se souvenant des menaces d'Yvette. « Si tu pipes mot, je te ramène moi-même à l'orphelinat en te tirant par les cheveux. » Et elle ne voulait pas y retourner. Vivre dans le débarras et porter les vêtements de Mélanie lui semblait un moindre mal que de subir les brimades des aînés à l'orphelinat. Quand elle avait grandi, la charge de travail était devenue insupportable. Dès l'âge de 10 ans, elle trimait dans le jardin, faisait le ménage, aidait à la ferme. Mélanie, profitant de sa position, l'humiliait constamment. Les larmes étaient sa fidèle compagne.
Un an plus tôt, Mélanie était partie faire ses études. Augustine avait naïvement espéré un changement, peut-être même de la chaleur humaine. Mais ses tuteurs s'étaient mis à boire à outrance, s'enfonçant dans des beuveries sans parmi sans fin. Elle essayait de passer du temps dehors, juste pour ne pas les voir. Comme aujourd'hui. Yvette, titubant, jeta de nouveau un coup d'œil dans la chambre. « Qu'est-ce que tu glandouilles, bourrique? Va me cueillir des radis au jardin, » ordonna-t-elle. « Il pleut, » remarqua timidement Augustine. « T'es pas en sucre, tu vas pas fondre. » Le regard d'Yvette ne laissait pas le choix. Il valait mieux ne pas discuter. Il était arrivé qu'elle reçoive des coups, mais la peur de l'orphelinat la poussait à exécuter tous les ordres. Chapitre 4. L'ombre menaçante et la rencontre salvatrice. Ce jour-là, le jeune frère d'Yvette, Félix, récemment sorti de prison, était arrivé. Son regard sur Augustine, qui venait d'avoir 16 ans, était long et scrutateur. Grande, mince, avec de grands yeux d'un bleu perçant et des cheveux blonds et ondulés, elle attirait son attention malsaine. Le soir, alors qu'Yvette et Arsène étaient complètement inconscients dans une torpeur alcoolique, Félix jeta un coup d'œil dans la chambre d'Augustine. Elle lisait, plongée dans un livre, son seul salut face à la réalité. Il claqua la porte et s'avança vers elle. La jeune fille trembla d'horreur et de dégoût. Sa main, couverte de crasses et de tatouages, toucha son épaule. Augustine cria, se débattant de toutes ses forces. Comment elle s'était faufilée hors de la chambre? Elle ne l'avait pas compris elle-même. Félix, jurant, se lança à sa poursuite. Dans la cuisine, Yvette ronflait, Arsène dormait le visage dans la salade. Tante Yvette, au secours, cria désespérément Augustine. Sa tutrice ne fit que marmonner et agiter la main, la repoussant. Augustine s'enfuit de la maison. Félix la talonnait. Devant le portail, elle trébucha et tomba dans la boue. Un visage effrayant se pencha sur elle. Elle ferma les yeux, se préparant au pire. « Hé, toi, fiche le camp, laisse cette gamine tranquille !» résonna une voix abrupte, inconnue. Augustine ouvrit les yeux. À côté, sur le sentier, se tenait un jeune homme. Il tenait un fusil à air comprimé à la main. Sans hésiter, il le pointa sur Félix. « Bon, bon !» marmonna ce dernier, reculant. « Je voulais juste... » Le dos voûté, il se tourna et regagna la maison en traînant les pieds. Augustine resta assise devant le portail en larmes. « Qu'est-ce qu'il lui prend ?» demanda le jeune homme s'approchant. « C'est ton père ?»« Quoi, n'importe quoi !» s'exclama Augustine, essuyant ses larmes. « Je n'ai pas de parents, je vis avec des tuteurs, et c'est leurs parents. Ils sont tous ivres. Et toi, qui es-tu? Je ne t'ai jamais vu ici. »« Je suis juste venu aujourd'hui chez ma grand-mère, » sourit le jeune homme. « Je me promenais derrière le village pour m'entraîner au tir. »« Sur les moineaux ?» demanda Augustine avec réprobation, massant son genou meurtri. « Quoi, n'importe quoi ?» rit-il. « Sur des boîtes de conserve, bien sûr. Et toi, pourquoi tu te frottes le genou? Ça fait mal. »« Ça fait mal, reconnut-elle. »« Attends, que je regarde. N'aie pas peur, je suis futur médecin. J'ai fini ma première année d'université. Allez, montre !»« Je ne m'appelle pas Montre, je m'appelle Augustine, » s'offusqua-t-elle, mais elle retira sa main de son genou. « Et moi, c'est Léon. » Son sourire se réchauffa, mais devint aussitôt sérieux. « Écoute, il n'y a pas de fracture, bien sûr, mais la plaie est vilaine. Il faut la désinfecter. Tu as une trousse de secours chez toi ? » « Je n'y mettrai pas les pieds, » répondit rapidement Augustine. « Je préfère passer la nuit dehors que d'y retourner. » Léon hocha la tête. Ce type, qui les regardait toujours par la fenêtre, le mettait mal à l'aise, lui aussi. « Viens chez ma grand-mère, » proposa Léon. « Elle habite là-bas, dans la maison au volet vert. »« Alors, Prascovie, c'est ta grand-mère » s'étonna Augustine. « Pourquoi tu n'es pas venue avant ?»« J'ai voyagé à l'étranger avec mes parents pendant 10 ans, » expliqua-t-il. « Mon père est diplomate. Nous avons vécu en Asie, en Europe, même une année en Afrique. »« Intéressant, en Afrique ? » ?»« C'est intéressant partout, et on peut vivre partout, » haussa les épaules Léon. « Mais tu sais ce que j'ai compris, il n'y a rien de mieux que notre pays au monde. Bien sûr, maman et papa veulent que je fasse mes études à Londres, mais j'ai choisi une université russe, et je ne le regrette pas du tout. » Chapitre 5. La chaleur d'un foyer et la décision d'un nouveau départ. Augustine se rendit en boitant jusqu'à la maison de Prascovie. La grand-mère, voyant Augustine, joignit les mains en signe de désolation.
La pauvre, comment elle s'est abîmée la jambe. Augustine ne fit que gémir doucement, et Prascovie était déjà partie en courant dans la cuisine. De là provenaient des cliquetis de tasses, une bouilloire se mit à bouillonner. Augustine sentit comme une chaleur douce et amicale l'envelopper. Qu'est-ce qu'il faisait bon, clair et calme dans cette maison. Les enfants venaient prendre le thé, appela Prascovie, et voilà qu'ils étaient tous les trois assis à table, buvant du thé, mangeant une tarte aux pommes. Prascovie racontait quelque chose, souriait. Léon aussi parlait, sans s'arrêter. Était-ce possible? Était-il possible de s'asseoir et de discuter comme ça sans que personne ne crie? Augustine n'y était pas habituée et se sentait un peu mal à l'aise. À un moment donné, Prascovie changea de sujet. « Il faut maintenant réfléchir à ce qu'on va faire de toi, ma chérie. »« Je ne sais pas ce qu'on va faire de moi, » reconnut amèrement Augustine, « mais je ne rentrerai pas chez moi. N'allez pas croire que je vais partir tout de suite. Je passerai la nuit sur un banc, et demain matin, j'irai au chef-lieu, voir l'aide sociale à l'enfance. Autant qu'ils me reprennent à l'orphelinat que de vivre comme je l'ai fait pendant toutes ces années. » Elle se mit à pleurer. Prascovie enlaça la jeune fille, lui caressant l'épaule, la consolant. « Allons, allons, arrête de pleurer, » répétait-elle. « Tu n'iras sur aucun banc, je te préparerai un lit dans le salon. Et pour l'orphelinat, tu as raison, il est grand temps de remettre Yvette et Arsène à leur place. Ça fait des années qu'ils maltraitent cette jeune fille. »« Comment le savez-vous » s'étonna Augustine. Elle ne s'était jamais plainte à personne. « On est tous à portée de vue les uns des autres ici, ma chérie, » soupira Prascovie. « Nous savions qu'Yvette t'avait prise pour les allocations, qu'elle dépensait ton argent pour sa Mélanie et qu'elle continue à le faire. Grand-mère, mais si vous saviez, pourquoi vous êtes-vous tue » s'indigna Léon. « Ah, Léonotchka, c'est la campagne. Ici, tout le monde sait tout sur tout le monde, mais on ne se mêle pas des affaires des autres. Mais maintenant, c'est différent. Félix, on dirait qu'il a décidé de s'installer ici. Tu n'auras plus la paix, Augustine. Adresse-toi à l'aide sociale à l'enfance. Il faudrait même dénoncer ce type à la police, mais je te conseille de ne pas t'en mêler, c'est un criminel. Qu'ils vivent leur vie, et tu ne seras pas malheureuse à l'orphelinat. D'ailleurs, qui t'a dit que c'était mal? Autant que je sache, on accorde beaucoup d'attention aux enfants ces dernières années. J'y ai vécu, je sais, sanglota Augustine, mais c'était il y a longtemps. Maintenant tout est différent, et puis tu es déjà grande, tu peux te défendre. Prascovie la rassurait, lui resservait du thé, qu'il était bon, son thé aux herbes, il sentait le thym, et la confiture de fraises, fraîche, avec son écume. Et Léon racontait des histoires intéressantes, des anecdotes de toutes sortes, qu'il était intéressant de l'écouter, et son sourire. Le sourire de Léon faisait légèrement rougir Augustine, sans qu'elle sache pourquoi. Augustine reprenait peu à peu ses esprits, et son genou ne lui faisait presque plus mal. En vérité, pourquoi s'inquiétait-elle autant? Eh bien, d'autres vivent à l'orphelinat. Dehors, la lune brillait de tous ses feux quand, enfin, tout le monde s'endormit dans la maison de Prascovie. Augustine, enfouie dans un oreiller de plumes doux et énorme, se demandait ce qui allait se passer demain. Sa vie allait-elle changer demain? Chapitre 6, vers un nouveau chapitre. Le lendemain matin, elle partit avec Léon au chef-lieu. Le bus de ligne passait devant la maison de ses tuteurs. Quand Yvette, échevelée et inquiète, sortit du portail en courant, Augustine, la voyant à travers la vitre, se blottit dans son siège. « Rien, ils ne te feront plus de mal », comprit Léon sans dire un mot, et toucha doucement la main d'Augustine. « Je suis avec toi. » Au début, Augustine était contrariée par cette appellation, et maintenant elle était même heureuse de l'entendre. Cela sonnait, si affectueux. En fait, Léon était le premier, depuis des années. « Je ne t'abandonnerai pas », lui disait-il, alors qu'ils approchèrent de l'aide sociale à l'enfance. « Je me renseignerai sur l'endroit où on te placera, et je viendrai te voir. Tu crois qu'on ne me confiera pas à des tuteurs ?» demanda Augustine avec crainte. « J'en suis sûre. Je leur raconterai tout ce que j'ai vu hier. Je leur dirai même que j'irai à la police s'ils te rendent. Qu'ils se débrouillent, après comme ils veulent. » Bien sûr, Augustine n'a été rendue à personne. La responsable de l'aide sociale à l'enfance est devenue rouge de colère quand Léon lui a raconté l'histoire de Félix. Ensuite, elle a convoqué l'inspectrice qui surveillait la famille d'accueil et l'a réprimandée sans qu'Augustine soit présente.
bien que l'on puisse entendre dans le couloir comment la responsable menaçait de licencier l'employée négligente, il fallait ça, une fille vivait dans un stress constant depuis tant d'années, et personne ne s'en souciait. Yvette et Arsène ont ensuite été convoqués à l'aide sociale à l'enfance, mais Augustine ne les a plus revus. Elle était déjà à l'orphelinat. Ainsi, à 16 ans, elle a commencé une nouvelle étape de sa vie. À tort, Augustine pensait qu'elle y serait maltraitée. Non, c'était un orphelinat tout à fait correct, un bâtiment de pierre de 2 étages à la périphérie de la ville. Il est devenu un foyer pour cette malheureuse jeune fille qui avait grandi dans cette ville jusqu'à l'âge de 5 ans, puis avait été arrachée à des conditions de vie complètement différentes. Tout semblait nouveau, étrange. Elle écoutait le bruit de la rue, regardait les lampadaires qui brillaient désespérément dans les fenêtres de sa nouvelle chambre. Oui, une nouvelle vie commençait. Et après? Chapitre 7. Les nouvelles amitiés et les ombres du passé. Dans la chambre avec Augustine vivaient 3 autres filles, Camille, Régine et Marthe. Augustine s'est particulièrement liée d'amitié avec Marthe, rousse et rondelette. Elle avait aussi 16 ans et avait passé la majeure partie de sa vie à l'orphelinat. « Moi, c'est ma mère qui m'a déposée ici, » racontait Marthe calmement. « Comment ça, ta mère? Elle t'a amenée par la main. C'est une alcoolique, tu sais. Et tes parents boivent aussi? Non, ils sont morts, et de toute façon, je n'ai pas de famille. Oh, je suis désolée. » Marthe estimait qu'avoir des parents qui boivent, c'est mal, bien sûr, mais c'est bien qu'ils existent. Mais être complètement seule au monde, c'est insupportable. Moi, avoua Augustine, j'ai un ami. Et elle raconta l'histoire de Léon. Le jeune homme, comme promis, après qu'Augustine ait été envoyée dans cet orphelinat, lui avait rendu visite à plusieurs reprises. Une fois, il avait même apporté des gâteaux. Prascoville lui avait envoyé, et il la gâtait avec des chocolats. Augustine était confuse, refusait. « Prends et mange, » insistait Léon. « C'est que je suis responsable de toi maintenant. » Augustine ne faisait que rougir en réponse. Responsable. Augustine aimait tellement l'entendre l'appeler ainsi. Léon était devenu un ami pour elle, et même plus. Il était constamment dans ses pensées. Mais elle n'en parlait à personne, même pas à Marthe. Elle était tombée amoureuse de Léon en secret, et de façon irréversible. Marthe, cependant, avait remarqué qu'Augustine changeait de visage quand on parlait de son ami. « Oh, Augustine, on dirait que tu es tombée amoureuse de ce bourgeois, » sourit-elle sournoisement. « Tu es rayonnante quand il vient te rendre visite. »« Je ne suis pas amoureuse, » rétorqua Augustine. « Pour nous, les gens comme ton Léon aiment se montrer bons, mais en réalité, bref, garde tes distances avec lui. Tu parles comme une vieille, » bouda Augustine. « Je ne suis peut-être pas une vieille, et je n'ai pas beaucoup d'expérience. Mais je me souviens de comment ma mère s'est disputée avec mon père à cause de ses riches et a divorcé. Et le riche en a profité, » commença Marthe. « Léon est différent, » répondit Augustine avec assurance. Marthe se contenta de ricaner. Puis Léon a disparu. Il n'est pas venu, n'a pas écrit. Augustine était très inquiète s'il lui était arrivé quelque chose. Mais Marthe lui a dit « Oublie, je t'avais dit que c'était du vent. Tant mieux s'il s'est éloigné. » Chapitre 8. La nouvelle vie et les retrouvailles inattendues. Le temps a passé vite à l'orphelinat, et voilà qu'Augustine était diplômée. Une chambre dans un foyer, une inscription dans une école de couture. Voilà, bonjour la vie adulte. Avec Marthe, elles vivaient à côté et étudiaient ensemble. Après l'école, les amies se dépêchaient de rentrer au foyer. Parfois, elles se promenaient pendant leur temps libre. Un jour, en se promenant dans un parc, Augustine entendit soudain une voix familière. « Responsable !» Elle se retourna. Léon se précipitait vers elle. Pendant cette année, il avait mûri, était devenu plus viril. En le voyant, Augustine resta figée. Son cœur se mit à battre. Elle pensait que tout était du passé, tous ses sentiments pour Léon. Mais non, il suffisait qu'il apparaisse pour que son âme se mette à chanter. « Léon !» cria-t-elle joyeusement. « C'est pas vrai, où étais-tu passé pendant toute cette année ?» Et Augustine, ne s'attendant pas à cela d'elle-même, se jeta au cou du jeune homme. Léon était lui aussi heureux de la revoir. Il rit, l'embrassa fort, l'embrassa sur la joue. Augustine était confuse, baissa les yeux, rougit, puis elle osa. « Tu es passé il y a 1 an, avant ton départ.
Tu étais en classe. C'est Marthe qui m'en a parlé. Elle était dans votre square devant l'orphelinat. Enfin, je lui ai donné une lettre. » Augustine regarda son amie, qui était restée à côté d'elle avec perplexité. En entendant les paroles de Léon, Marthe fut un peu confuse, mais elle se rattrapa aussitôt. « Je l'ai posée sur un banc, et des petits l'ont attrapée et déchirée. Je n'ai rien dit à Augustine pour ne pas la contrarier. »« Marthe, tu aurais dû me le dire quand même, » s'exclama Augustine. « Bon, je lui parlerai plus tard, » soupira Augustine. « Tu ferais mieux de raconter ce qu'il y avait dans cette lettre. »« Je t'avais prévenu que je partais en urgence, » commença Léon. « Ma mère a fait des siennes. Elle s'est cassé la jambe à l'étranger. Elle ne voulait surtout pas venir ici. La fracture est complexe. Les médecins ont dit qu'elle mettrait plusieurs mois à se consolider. Papa est constamment au travail et maman est désemparée. Comment elle fera toute la journée seule? Une femme de ménage, une infirmière bien sûr passe, mais elle a besoin de compagnie. Bref, elle a fait des caprices. Mais c'est ma maman. Alors j'ai dû prendre une année sabbatique et m'envoler pour Londres. Et aujourd'hui, je suis revenue et je suis allée directement vers toi, responsable. Tu m'as manqué. Moi aussi, murmura doucement Augustine. Ils se regardèrent dans les yeux. Leurs lèvres se rapprochèrent. C'était le premier vrai baiser depuis toutes ces années de fréquentation. Puis, ils se promenèrent tout le soir dans le parc, s'assirent dans un café, se baladèrent en ville dans la voiture de Léon, s'embrassèrent. Les jeunes gens comprirent qu'ils n'avaient besoin de personne d'autre dans ce monde. Il n'y avait que lui et elle. Et c'était le grand amour. Tard le soir, Augustine retourna au foyer avec un énorme bouquet de roses. Marthe la vit dans le couloir, renifla et se dépêcha de passer devant elle. « Marthe, attends !» exigea Augustine. « Pourquoi m'as-tu caché cette lettre ?»« Va te faire voir !» répondit soudain Marthe avec rage. « Je n'ai pas à te donner d'explication. Ton Léon chéri est revenu vers toi, alors réjouis-toi. Mais tu verras, il finira quand même par t'abandonner. »« Ce ne serait pas à cause de toi, » ricana Augustine. « Marthe, tu serais jalouse. »« Il y aurait de quoi, » rétorqua Marthe, et, repoussant Augustine, alla dans sa chambre. Sur le seuil, elle se retourna et cria méchamment. « Alors, il vaut mieux que les garçons riches craquent pour toi que pour moi. Il profite de toi et il t'abandonnera, c'est sûr. » Et elle entra dans la chambre en claquant la porte. Augustine resta un peu abasourdie. Pendant tout ce temps, elle avait considéré Marthe comme une véritable amie, et voilà que sa vraie nature s'était révélée, uniquement de la colère, de la jalousie et une sorte de ressentiment. Mais de quoi Augustine était-elle coupable? D'être tombée amoureuse, d'être aimée? L'attitude de son amie faisait mal à Augustine, mais elle décida de ne plus y penser. Marthe avait fait son choix, elle ne voulait pas communiquer, et il n'était pas nécessaire de le faire. Chapitre 9. L'amour triomphe-t-il des préjugés? Depuis ce soir-là, les amies étaient devenues comme des étrangères. Elles avaient même cessé de se dire bonjour, et pourtant elles vivaient à côté. Mais la communication avec Léon a atténué la douleur de la perte de son amie. D'ailleurs, était-ce vraiment une amie? Le temps a montré que non. Léon était devenu la personne la plus importante dans la vie d'Augustine. Après l'école, la jeune fille attendait avec impatience de rencontrer son bien-aimé. Léon, après avoir repris ses études à l'université, rattrapait le temps perdu, et ils ne se voyaient donc pas souvent. Mais chaque rencontre était remplie de telles émotions, de telles sensations que le bonheur lui tournait la tête, et elle avait envie de le raconter au monde entier. Un jour, les amoureux se promenaient sur le front de mer, et il y avait là une attraction. Sur un dispositif spécial, une personne s'élevait à la hauteur d'un immeuble de 7 étages. « Oh, quelle horreur !» s'exclama Augustine, voyant un autre casse-cou voler comme un oiseau. « Qu'est-ce qu'il y a d'horrible ?» rit Léon. « C'est génial. Essayons. Imagine, tu es en vol libre, et le monde entier est à tes pieds, et tu peux crier ce que tu as de plus cher au cœur pour que tout le monde entende. Il n'en est pas question, j'ai peur. Et moi, non, sourit sournoisement Léon. Je vais sauter tout de suite et je crierai au monde entier que je t'aime. Léon, ne fais pas ça, je le sais déjà. Mais je veux que tout le monde entende. » Et il courut vers l'attraction. Augustine essaya en vain de le dissuader. Léon ne faisait que rire. Et voilà qu'il volait déjà dans les airs. « Augustine, je t'aime !» Sa voix résonna au-dessus du front de mer.
et tous les passants s'arrêtèrent, regardant le jeune homme dans le ciel et la jeune fille confuse qui regardait en l'air avec tension. « Ah, la jeunesse !» soupirèrent les personnes âgées. Toute la vie est encore devant elle. Et les jeunes filles regardaient Augustine avec un peu d'envie. Elle avait réussi à mettre la main sur un garçon si merveilleux. Tout le monde n'est pas capable de crier avec autant d'audace ses sentiments au monde entier. Et déjà en bas, Léon embrassa fort Augustine, et il sembla que leur bonheur serait infini. Comment pourrait-il en être autrement, quand c'était le grand amour? Chapitre 10. La rencontre avec les beaux-parents et le choc des classes. 3 mois plus tard, à l'approche du Nouvel An, Léon eut envie de présenter Augustine à ses parents. Ils venaient de rentrer en Russie, dans leur manoir. Le jeune homme estimait qu'il était temps pour eux de savoir qui avait conquis son cœur. Le fait qu'Augustine ne soit pas du tout de son rang, il ne l'avait jamais pris au sérieux. Quelle limite pourrait exister, surtout quand il sentait qu'il avait trouvé son unique et irremplaçable, et l'idée que ses parents puissent ne pas accepter son choix, il ne l'avait même pas envisagée. Il l'avait toujours soutenu, avait toujours été son pilier. Augustine, cependant, quand elle apprit la décision de Léon, fut intimidée. Comment les parents de Léon l'accepteraient-ils? Papa diplomate, maman femme stylée et belle, elle les avait vus en photo. Et s'il n'aimait pas une simple jeune fille orpheline? Quoi, n'importe quoi, l'assurait Léon. Mes parents sont les plus merveilleux du monde. Tout ira bien, tu verras. Bien sûr, ils seront d'abord surpris, mais ensuite, ils comprendront. Et s'ils ne comprennent pas, demanda Augustine avec crainte, et s'ils ne comprennent pas, ça ne changera rien, nous serons quand même ensemble. Et voilà que par un soir d'hiver, Léon amena Augustine au manoir de ses parents. Augustine venait de sortir de la voiture et s'était figée. Comme cette maison rappelait celle dans laquelle la jeune fille avait vécu il y a de nombreuses années. Ses souvenirs d'enfance étaient bien sûr flous, mais Augustine se souvenait parfaitement de leur beau cottage à 2 étages, des fenêtres immenses, du petit balcon, du toit de tuiles. Non, c'était une autre maison, mais il y avait quelque chose de commun. Il émanait aussi de la prospérité et de l'opulence. Et quand il marchait sur le sentier vers le perron, son cœur s'arrêtait de battre. Les arbres, les arbustes, tout comme chez eux. « Vous avez des roses qui fleurissent ici en été ?» demanda-t-elle avec enthousiasme à Léon. Il hocha la tête et montra une plate-bande enneigée. « Nous avions aussi ça, je me souviens, » dit tristement Augustine. « Ne sois pas triste, responsable, » lui fit un clin d'œil Léon. « Nous viendrons ici souvent maintenant. » Augustine ne répondit rien. Elle ne fit que soupirer. Comme elle aimerait pouvoir l'espérer. Béatrice et Constantin savaient que leur fils viendrait avec une jeune fille ce soir-là. Ils étaient même contents. Si leur fils avait décidé de la leur présenter, cela voulait dire que c'était sérieux. Et ils ne doutaient pas du choix de Léon. Il était intelligent après tout. Quel conspirateur notre fils, riait Béatrice en attendant son fils et son invité. Il fréquente cette jeune fille depuis des mois, et avant cela, ils étaient amis depuis des années. Oui, Léonotchka me l'a dit aussi, acquiesça Constantin. Mais je n'ai pas compris qui c'était. Il s'est exprimé de façon tellement vague que je n'ai rien compris non plus, haussa les épaules Béatrice. Il a dit seulement que sa bien-aimée était une très bonne fille, et que nous l'aimerions forcément. Je pense que c'est Laura. Quelle Laura? Quoi, tu as oublié? Laura, c'est la fille du banquier Matveyev. Ils vivent à 2 parcelles de chez nous. Je me souviens de Matveyeva. Elle courait partout, la fillette. Puis elle est partie quelque part. Eh bien, elle étudie à Londres. Elle terminera ses études dans quelques années. Écoute, c'est génial. Léon fera ses études, et nous nous allierons avec le banquier. Colia, c'est une idée géniale. Oui, notre Léon est formidable, grommela Constantin avec satisfaction. La perspective d'avoir un parent banquier lui convenait aussi tout à fait. Béatrice sourit avec satisfaction et fronça un peu les sourcils. Mais je ne me souviens pas qu'Ilona, la mère de Laura, ait dit que sa fille était revenue. Sans doute Laura a décidé elle aussi de leur faire une surprise. Ils adoraient les surprises. Bientôt la sonnette retentit et la femme de chambre se dépêcha d'ouvrir. Les parents de Léon jetèrent un coup d'œil curieux dans le hall. Le sourire disparut rapidement du visage de Béatrice et Constantin se gratta la tête avec perplexité. Quand ils virent la compagne de leur fils, Augustine enleva son simple manteau de duvet, remit sa non moins simple robe et se retourna. «
Croisant le regard de Béatrice, la jeune fille tressaillit même. La maman de Léon la regardait avec beaucoup de méchanceté. « Maman, papa, dit Léon en souriant, en voyant ses parents. Faites connaissance, c'est Augustine. Alors, c'est Augustine, grommela Béatrice. Bon, entre, Augustine. Béatrice se détourna ostensiblement, se dirigea vers la table à manger, s'assit à sa place. Constantin salua quand même la jeune fille, l'invita à s'asseoir à table. Augustine ne se sentait pas à sa place. Autour d'elle, un tel luxe, partout du cristal, des miroirs. Elle avait oublié que les gens pouvaient vivre ainsi. Tout le monde se mit à manger en silence. Léon essaya de faire parler ses parents, mais ils répondaient par des monosyllabes, ne regardaient même pas l'invité. Léon faisait un clin d'œil encourageant à Augustine, mais la jeune fille ne pouvait pas se calmer. La tension était palpable dans l'air. Béatrice regarda enfin la jeune fille. Intéressant, comment cette rustre se débrouillera-t-elle avec ce plat? Et Augustine avait vraiment oublié comment il fallait manger les produits de la mer selon l'étiquette. Sa mère lui avait appris quand elle était enfant, mais c'était il y a si longtemps, et